Bienvenue en Allemagne, à Bonn, en direct de cette COP23, où se décide l'application de l'accord de Paris pour le climat, l'accord qui est sorti de la COP21. Et nous, on est ici en direct pour vous fournir un petit live, un live avec des pointures du climat qui vont essayer de nous expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines de négociations et ce qui se passera la suivante. Alors, on va commencer par une petite intro en attendant que tout le monde arrive. Moi, je m'appelle Vincent Verza, je suis youtubeur sur la chaîne Partager c'est sympa et on essaie de mettre en avant les gens qui se bougent, qui organisent la résistance, développent les alternatives, créent des ponts entre les mondes. Et on est ici depuis une semaine maintenant, on a fait déjà 5 vidéos pour essayer de couvrir d'abord qu'est-ce qu'une COP, ensuite quels sont les enjeux de cette conférence là, comprendre les gros enjeux qui sont l'agriculture et l'énergie, et on a fait un petit détour par l'occupation d'une mine de charbon à ciel ouvert. Alors on vous invite évidemment à aller voir toutes ces vidéos-là. En tout cas, cette semaine, on va remettre ça, on va recommencer à faire 5 vidéos dont ce live. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'en fait, ce qui se décide ici nous concerne tous et ça ne devrait pas être limité à ceux qui ont un badge, et c'est ce qui se passe actuellement. Nous, notre problème, c'est que c'est l'avenir de tous qui se décide ici. Du coup, on a envie de rendre ça accessible et de te permettre, toi qui regardes cette vidéo, de vivre ces négociations. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le REFED, grâce à qui j'ai eu ce pass qui me permet de rentrer dans une des zones les plus restreintes de ces négociations et du coup de vous les montrer. Et j'en profite aussi pour dire merci au RAC, au réseau Action Climat, qui nous accueille et qui nous soutient pour toutes ces 2 semaines de cette COP23. Alors, on va avoir dans ce live un quatuor de pointures sur le climat qui ont vécu du coup déjà plusieurs COP et qui vont pendant toute cette durée de la COP23 être observateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire observateurs ? Ça veut dire qu'ils vont essayer de suivre les négociations, d'appuyer là où c'est possible et de faire que nos négociateurs aillent dans la bonne direction. Ensuite, ce live est, tu peux te rapprocher, ce live est interactif. Qu'est-ce que ça veut dire un live interactif ? Ça veut dire que vous pouvez dès maintenant nous faire vos remarques, nous poser des questions. On a Juliette et Victor qui sont aux manettes, qui vont lire tout ça et qui vont essayer de me les faire remonter pendant tout ce live-là. Ça va être une garantie pour nous d'être le plus clair possible parce que notre objectif, c'est vraiment de partager ce qu'on vit ici. Donc le moindre doute, vous nous écrivez. Après, si vous arrivez après ce live, c'est pas grave, vous pouvez aussi nous poser vos commentaires et on va y répondre pour clarifier tout ça une fois la vidéo postée. Je vous invite enfin à taguer quelqu'un que ce live pourrait intéresser. C'est le meilleur moyen de faire que ça apparaisse sur le fil d'actualité des gens et donc que ce qu'on va discuter maintenant soit visible. Alors on est actuellement en bonne zone. C'est l'espace où les pays ont leur pavillon et présentent leurs initiatives. Et c'est aussi l'endroit où la société civile, les ONG et les entreprises aussi ont des espaces de conférences et d'échanges et d'ateliers et voilà, peuvent présenter ce qu'elles font ici. Alors nous, on s'est présenté. On serait bien intéressé de savoir d'où tu viens, toi qui regardes cette vidéo. Tu peux nous l'écrire, comme ça on saura si oui ou non on arrive à toucher un public suffisamment large. On a hâte de savoir ça. Ensuite, on va être ici ensemble pour une quinzaine de minutes, peut-être un tout petit peu plus. Donc essaie de réserver ce temps-là pour nous suivre. Sinon, de toute façon, la vidéo elle sera mise en ligne par la suite. Et on va commencer par une petite séquence de présentation de nos merveilleux interlocuteurs à cette table. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une action qui est en train d'avoir lieu juste derrière. On espère qu'ils ne vont pas faire trop de bruit. Mais vous nous direz dans les commentaires si vous entendez bien ou pas. Alors, je vais vous demander de vous présenter, votre organisation et quel est votre sujet principal. Quel est votre dada. Qui commence ? Vas-y. Ok, donc moi je m'appelle Lucille, je travaille au réseau Action Climat France. Donc mon travail, moi au jour le jour, c'est de suivre les politiques internationales liées au climat, donc aller aux conférences de climat sur l'ONU, suivre aussi des grands rendez-vous internationaux, par exemple le G7, le G20. Et mon dada ici, en fait, c'est un peu particulier parce que j'essaie d'avoir un petit peu une image globale de ce qui se passe. Et surtout, mon travail, c'est de coordonner un petit peu tout ce petit monde qui est autour de la table. Et donc, aujourd'hui, on a des ONG qui sont toutes membres du réseau Action Climat. Et une partie de mon travail, c'est un peu de discuter avec eux et de trouver des positions communes et pouvoir influencer de manière commune les négociateurs et les pays qui sont là dans les négociations. Lucie, c'est la personne qui nous envoie l'email quasiment tous les jours de ce qui s'est passé dans cette COP. Et c'est toujours un miracle pour moi de voir ce que tu as réussi à trouver.
Bonjour à tous, moi c'est Alors, Anne. il faut que tu le mettes plus proche. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Anne-Laure Sablé du CCFD Terre Solidaire, le comité catholique contre la faim et pour le développement. Donc comme c'est dit dans le titre, je travaille sur les questions agricoles, sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, 815 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et notamment en raison des dérèglements climatiques. Donc moi ici, mon dada, c'est de lutter contre ça, contre l'insécurité alimentaire et être sûr que les choses avancent sur ce domaine. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Armelle Lecomte, je travaille pour Oxfam France, c'est une ONG qui lutte contre les inégalités et la pauvreté dans les pays en développement. Et donc ici, moi je suis responsable des questions climat et énergie et donc c'est ma 3e COP, donc je commence à être un petit peu rodée, je suis un mini vétéran, on m'a dit. Et moi particulièrement je suis la question des financements parce qu'aujourd'hui le changement climatique il impacte les populations les plus pauvres qui sont en fait les moins responsables de ce phénomène. Donc c'est pour rappeler que les pays développés qui ont pollué doivent aider financièrement ces populations à faire face aux impacts du changement climatique. Merci. Merci, salut à tous. Moi c'est Pierre Canet du WWF. Je m'occupe de l'équipe climat, énergie et ville durable. Et donc le WWF, c'est le Fonds mondial pour la nature. On a un réseau à travers le monde. Et donc il y a une délégation ici qui influence l'ensemble des sujets. Moi, mon dada, c'est la science et l'ambition. Comment faire en sorte que les engagements des pays qui sont pas encore à la hauteur puissent être relevés face aux défis climatiques et faire en sorte qu'ils aillent plus vite dans la transition énergétique, par exemple. Sortir des énergies fossiles, des fausses solutions comme le nucléaire, aller vraiment sur des solutions qui soient renouvelables, bonnes pour les citoyens. Et donc, on essaye de voir dans les discussions comment ça se connecte. Et puis, l'enjeu aussi des villes, des entreprises, comment ces acteurs, dans la vie réelle, en quelque sorte, se mettent à intégrer la science et à faire en sorte qu'ils prennent des engagements dès maintenant. Super. Je vais en profiter dès maintenant pour vous expliquer comment ça va fonctionner cette discussion-là. On a vraiment des pointures sur le sujet et ils connaissent tellement bien leur sujet qu'ils voudraient tout dire. Et malheureusement, on n'a que 18 minutes. Donc on compte aussi sur vous qui regardez cette vidéo pour nous mettre en commentaire si pour vous il y a des choses qui n'ont pas été claires et qu'il faudrait mieux réexpliquer. Et du coup, vous pouvez nous le dire directement et on essaiera de faire remonter ça et de proposer à nos intervenants de réexpliquer certains points. Alors, juste avant qu'on commence ce live, on a eu une breaking news, une information de dernière minute qui est que on a pour la première fois une hausse des émissions de gaz à effet de serre cette année en 2017, c'est confirmé, ça y est, alors que pendant plusieurs années ça a stagné et on était un petit peu tous à dire ah pourvu que ça reste comme ça à stagner. Non, ça vient de re-augmenter. Il est où le souci? Bon, alors déjà, désolée de te contredire, mais en fait, cette progression des gaz à effet de serre tous les ans, on la voit depuis plusieurs années. En fait, la stagnation qu'on voyait jusqu'à présent, c'était sur le CO2, donc le dioxyde de carbone. Donc en fait, les chiffres alarmants qu'on a vu sortir dans les études ces derniers mois, c'est des chiffres qu'on voit depuis plusieurs années. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays n'ont pas mis sur la table des engagements suffisants pour atteindre notamment les objectifs de l'accord de Paris qui a été adopté il y a 2 ans à la COP 21 à Paris. Et c'est aussi pour ça qu'on est là à la COP 23 cette année. C'est pour se pencher par exemple sur le manuel d'application de cet accord de Paris, pour le rendre robuste, pour être sûr que ce que les États font est transparent et vérifié. Et puis pour préparer à ce que les États soient prêts à dire effectivement, on est conscient de l'urgence climatique, on est conscient que le système climatique est en train de s'emballer et donc il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on arrive avec des politiques de transition qui soient bien plus ambitieuses. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste pour dire que, en fait, dans l'accord de Paris, il est noté que tous les États doivent faire le maximum pour limiter le réchauffement à 2 degrés et, si possible, 1,5 degré. Et le 1,5 degré, en fait, il est très important pour les petites îles, comme les Fidji, qui sont présidentes de la COP 23, parce que c'est des États qui sont menacés directement par la montée des eaux. Donc, aujourd'hui, les États ont fait des soumissions de dire comment ils vont faire chez eux pour limiter le réchauffement. Et aujourd'hui, quand on prend toutes ces soumissions, tout ce que les États ont dit qu'ils allaient faire, on est quand même sur une trajectoire de réchauffement de la planète de 3 degrés. Donc on est encore très très loin du compte et c'est pour ça qu'on attend à la COP23 et dans les années qui viennent que les États fassent beaucoup plus pour se rapprocher de ce qui a été inscrit dans l'accord de Paris il y a 2 ans. Par rapport aux émissions, c'est vrai qu'il y a une augmentation environ de 2% depuis ces dernières années.
Et ce qui relève par exemple de l'énergie, en revanche, donc des émissions de CO2, on voit des choses assez encourageantes avec plus de la moitié des nouvelles capacités d'électricité qui sont mises dans les énergies renouvelables. Donc il y a quand même des signaux positifs qui permettent de voir qu'il y a une transformation à l'œuvre. La question c'est, cette transition, est-ce qu'elle va assez vite ? Et on voit bien que ça va pas assez vite. Et donc la question de ces négociations, c'est vrai, est-ce que ça peut injecter un autre tempo ? Est-ce que pendant cette COP, on va voir que les États ils ont envie d'aller plus vite dans cette mise en œuvre, dans la transition énergétique ? Et puis ça soulève aussi l'augmentation des émissions, le fait qu'au-delà de l'électricité, au-delà de l'énergie, il y a la forêt, il y a les terres, il y a l'agriculture. Et donc c'est toute une transformation de l'économie qu'il faut et qui marque justement cet enjeu climatique qui touche à tous les secteurs, transformation de la société. Il faut que ça soit fait avec les citoyens aussi. Donc ça, c'est un enjeu clé qu'on pourra couvrir. Ok. Alors si vous nous rejoignez juste maintenant, on est en live, en direct de la Bonn Zone à la COP23 à Bonn en Allemagne. Et on est actuellement entouré de 4 interlocuteurs représentants d'ONG observatrices de ces négociations-là et qui essaient de nous filer leur point de vue sur ce qui est en train de se passer ici et comprendre aussi les enjeux à venir. Ce live est interactif, alors n'hésitez pas à nous poser vos questions, on va essayer de les faire remonter en direct à nos interlocuteurs. Alors, justement, on a vu que ça avance lentement, mais en même temps il y a des avancées au niveau de l'énergie, qu'il y a un besoin de transparence. Est-ce que là, on a déjà une semaine de négociations derrière nous ? Où est-ce qu'on en est actuellement ? Qu'est-ce que vous retenez de cette première semaine de négociation ? Est-ce qu'on va dans la direction dont vous venez de nous parler, à savoir c'est l'enjeu, est-ce qu'on avance dans la bonne direction ? Pierre l'a dit, il va falloir faire une transition globale, que ce soit énergétique mais aussi agricole. Et bon, on va commencer par le petit mouton noir de la semaine quand même pour la première semaine, c'est l'agriculture. Ça fait 6 ans aujourd'hui que les États négocient sur l'agriculture. On a besoin d'une transition globale, hein. Tous les pays doivent aujourd'hui enclencher une transition agricole. Ça doit être mondial et nous on veut que ça soit discuté ici à l'ONU puisque c'est ici que les espaces permettent aux États de se retrouver. Et malheureusement depuis 6 ans, c'est un blocage qui persiste toujours puisqu'il y a 2 enjeux. Un enjeu c'est de soutenir les pays les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, Armelle l'a dit, dans leur transition. Et là, ça veut dire de sortir le chéquier et malheureusement on n'a toujours pas de signaux positifs des pays du Nord pour cette transition agricole. Et de l'autre côté, on a quand même un gros morceau. C'est les émissions qui sont liées à l'agriculture. Il y a 30% des émissions mondiales qui sont liées à nos systèmes alimentaires quand on part du champ et qu'on va jusqu'à notre assiette. Et ça aujourd'hui, si on ne s'attaque pas à ça, on risque pas d'aller sur la trajectoire non seulement de 1,5 degré mais même de 2 degrés. Et juste pour boucler sur l'agriculture, est-ce qu'on a des bons ou des mauvais élèves, des trolls ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ça ? Alors, ce qu'on va dire, c'est que l'agriculture, depuis 6 ans, c'est de mauvaise foi générale. Donc, je mets tout le monde dans le même bateau, mais aujourd'hui, on a effectivement pointé du doigt quand même les pays les plus riches qui ne mettent pas à disposition les moyens pour que les pays les moins responsables puissent faire leur transition agricole. Et c'est vrai que l'Union européenne ne nous donne pas des bons signaux, les États-Unis non plus. On est en train de pinailler sur des mots. Alors que pour faire avancer, il va falloir débloquer cette situation, c'est-à-dire permettre aux pays du Sud d'être soutenus. Et ça, tant qu'on n'aura pas touché à ça, malheureusement, ça n'avancera pas. Après, on pourra traiter effectivement des gros pays qui émettent énormément, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, qui ont des agricultures d'exportation, donc qui émettent énormément à travers leur système d'élevage industriel, en utilisation d'intrants chimiques et compagnie. Mais aujourd'hui, le premier pas, c'est de faire un pas en avant vers les pays du Sud pour leur dire on est prêt à vous aider. Sinon, on risque de continuer comme ça et ça, c'est vraiment pas bon pour le reste. Super. Merci beaucoup. Sur la négo peut-être complétée, ce qui a marqué la première semaine au-delà dans le rythme, c'est quand même que progressivement, en fait, on a vu un focus se faire sur l'action climatique maintenant, immédiate. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'urgence, donc tout le monde a ouvert la COP en disant il y a un problème, on voit les conséquences du dérèglement climatique. C'est une COP qui est présidée par Fidji, donc le Pacifique, avec des vulnérabilités qui ont été mises en évidence dès le départ. Et donc, on a senti la première semaine ce besoin de voir les États aller plus vite, mais en mettant des propositions sur la table pour 2018. Dès l'an prochain, comment on fait ? Et là, il y a une crispation, ça s'est un peu cristallisé autour de cet enjeu, où on voit des pays qui ont moins de moyens, qui demandent aussi aux pays les plus riches de faire preuve justement de leur volonté d'aller plus loin. Et donc l'enjeu, ça sera de dénouer ça ces prochaines heures, de voir des pays développés, notamment l'Union européenne, dire on est prêt à faire plus, aller plus loin, on est prêt à vous appuyer davantage les pays en développement pour que vous puissiez réduire vos émissions et aussi vous adapter face au dérèglement climatique. Donc cette urgence, je pense que c'est là-dessus, c'est vraiment la notion autour de laquelle la COP se cristallise en ce moment. Ok. Ouais.
Juste si vous nous rejoignez maintenant, ceci est un live interactif, vous pouvez nous poser vos questions et on va les faire remonter à nos interlocuteurs. Vas-y. Ouais. Et pour compléter ce que Anne-Laure et Pierre viennent de dire, au début tu nous posais aussi la question de où sont les bons, où sont les mauvais élèves. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les premiers jours, en fait, on a été aussi beaucoup dans des jeux de posture entre les pays. Les pays développés essaient toujours de bloquer, de ne pas donner trop avant que la deuxième semaine arrive. Les pays en développement, eux, bien sûr, ont des revendications fortes. Et pour l'instant, on n'a pas réussi encore à trouver des points de compromis possibles. Et c'est pour ça aussi que pendant la deuxième semaine, il va falloir que l'ensemble des pays se remettent concrètement à la table et disent en fait, nous on était arrivés à la COP avec des enjeux forts, avec une urgence. Maintenant, on prend en compte cette urgence et on attend des résultats qui soient bien plus ambitieux et surtout on s'engage à être bien plus ambitieux pendant la deuxième semaine. Et un dernier point, parce qu'il y a sûrement des questions qui vont être posées là-dessus, c'est la question des États-Unis, parce que sûrement que beaucoup d'internautes se posent la question, est-ce que c'est un mauvais élève ou pas? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils n'ont pas réussi à jouer vraiment les troubles faits dans ces négociations. Oui, ils sont là, ils font partie des discussions avec les pays. Maintenant, l'ensemble des autres pays ont réussi à garantir le fait qu'on fasse encore front commun et bien sûr de rester vigilant la semaine prochaine sur comment les États-Unis vont se comporter, tout aussi en mettant en lumière le fait qu'aux États-Unis, en fait, il y a beaucoup d'acteurs non étatiques qui continuent à s'engager. Et juste là-bas, en fait, vous pouvez pas voir parce qu'il y a un mur, mais il y a 4 igloos des États-Unis, un grand centre de conférence où tous les acteurs non étatiques, les villes, les États ont rappelé au cours de la semaine qu'ils étaient engagés à lutter contre le changement climatique, et ça c'est très important à rappeler aussi. Il y a une démonstration du coup de la société civile américaine qu'ils vont être présents. Ok, donc si la société civile américaine se bouge, quel est votre ressenti à vous, plus personnel, sur cette première semaine de la COP23? Parce que moi je me suis baladé un petit peu en bout la zone, du coup le côté officiel et ici, et en toute honnêteté je pige pas trop ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde se lève et sur son portable, puis se rassoit et ouvre son ordi. Et du coup je comprends pas à quel moment les gens bossent vraiment ou pas. Du coup, est-ce que pour vous, votre sensation, est-ce que les gens se tournent les pouces ou est-ce que les gens bossent vraiment dans cette première semaine des négos là? Effectivement, quand on connaît pas trop à quoi ça ressemble une COP, on peut voir ça un peu. Moi, je vois ça un peu comme une sorte des fois de téléphone arabe géant, parce que en fait, chaque personne, des délégations, des ONG, les pays ont des informations différentes et ils discutent tout au long de la journée pour avoir d'autres informations, d'autres gens, pour que à la fin de la journée, on ait un peu progressé. Okay. Et donc, c'est vrai qu'il y a il y a les négociations, on va dire officielles, avec des salles de réunion où là, selon les sujets, ça a plus ou moins avancé pendant la première semaine. Et là, la deuxième semaine. Donc c'est pour ça que selon les sujets qu'on suit, on peut trouver qu'il y a eu certaines avancées. Le fait, moi ce que je ressens peut-être la première semaine, c'est quand même c'est la première fois qu'on parle de la COP du Pacifique. Et donc c'est vrai que ça c'est quand même au cœur des discours, que ce soit le président de la COP 23 ou dans un certain nombre d'ONG. Oxfam France par exemple, nous on a des collègues qui viennent de la région Pacifique pour parler des impacts dans leur région du changement climatique. Et donc ça permet aussi de le mettre en avant pendant les 15 jours de la COP et de le rappeler aux pays riches, ce que ça veut dire concrètement pour ces populations-là de vivre le changement climatique au quotidien. Ok, super. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Est-ce qu'on se tourne les pouces ou alors est-ce qu'on bosse? Je dirais qu'on bosse. On est, en tout cas nous du côté des ONG, on est assez mobilisés et donc tout l'objet c'est qu'on a peut-être moins de ressources que les pays dans cette affaire, mais en tout cas on y met toutes nos forces. Et l'enjeu, c'est justement, je dirais que c'est un point de convergence, les COP. C'est un moment où finalement on se retrouve, l'ensemble de la société civile est là. Vous avez les syndicats, vous avez les représentants des ONG environnementales, de solidarité, vous avez les représentants des groupes religieux qui sont là aussi. Donc il y a cet espace de convergence et qu'on utilise pour porter nos agendas. Donc c'est des agendas qui parfois sont parallèles, qui vont pas dans le même sens. Et donc l'objet, c'est que nous, ONG, on soit mobilisés pour faire des alliances qui soient les plus fortes possibles. Parfois ça se fait avec des pays. Donc par exemple, les petits États insulaires, ça peut être un allié sur beaucoup de sujets pour faire avancer l'urgence climatique. En Afrique aussi, on a des partenariats avec certains pays dans les négociations. Donc la COP, c'est un espace de convergence qu'il faut utiliser et il faut trouver ces partenariats, les pousser. Et au-delà des pays, c'est qu'est-ce que les villes vont faire.
Donc vous avez des réseaux de villes qui sont mobilisés et donc nous, société civile, comment on peut créer ces discussions? Vous avez des enjeux techniques qui sont assez forts, genre comment on va réduire les émissions dans le secteur des transports. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accès pour des populations les plus vulnérables qui n'ont pas accès aux emplois, qui ne sont pas dans des centres urbains. Donc cette transformation de la société, la COP, c'est aussi un espace de convergence pour discuter de cette transformation. Ok, super. Est-ce que c'est bon? Très bien. Je vois que Juliette est en train d'écrire des questions. Est-ce qu'il y a une question que je prends maintenant ou après? Il faut finir de l'écrire. Alors du coup, moi, j'ai envie qu'on commence du coup à se projeter dans la deuxième semaine des négociations, celle qui s'ouvre aujourd'hui ce lundi. J'ai déjà remarqué que j'ai dû faire genre presque 1 heure de queue pour rentrer dans la bonne zone. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont ramenés. C'est une bonne chose, je l'espère. Mais moi, j'avais envie de vous demander justement, est-ce que vous avez des craintes par rapport à cette deuxième semaine des négociations? En fait, plus précisément, quelle coche, pour vous, on peut pas se permettre de louper, en fait, avec la conscience que, justement, ce que vous avez expliqué, c'est que c'est cette deuxième semaine des négociations dans laquelle les choses s'accélèrent et vendredi, on doit aboutir sur un accord quand même. Comment vous positionnez par rapport à cette deuxième semaine? Alors, juste pour du coup t'expliquer pourquoi tu as fait la queue 1 heure ce matin. Merci. L'injustice. Voilà, déjà l'injustice. Et d'autre part, en fait, c'est parce que la deuxième semaine de COP, c'est le moment où les ministres arrivent, en fait. Et donc, du coup, ça rend les discussions beaucoup plus politiques. Ça veut dire que jusqu'à présent, on a laissé les négociateurs techniques faire un petit peu le travail. Maintenant, il faut un petit peu transformer l'essai. Et c'est pour ça qu'on est là en seconde semaine et que, voilà, une des craintes, c'est que jusqu'à présent, on a eu effectivement des jeux de non, nous on veut pas trop avancer, ok, on avance un peu, mais finalement on recule d'un peu plus. Maintenant, on a besoin sur la seconde semaine que les pays qui sont présents, et notamment les chefs d'État, il va y en avoir 20 qui viennent, à peu près, qui sont annoncés. Il y aura notamment Angela Merkel, il y aura notamment Emmanuel Macron. Donc c'est très bien qu'ils soient là, parce que c'est un enjeu politique, le climat, et il faut qu'effectivement ce soit pris en compte à plus haut niveau. Mais ils doivent envoyer des signaux qui soient très très forts pour s'engager à continuer la lutte contre le changement climatique, redonner des garanties pour les pays et les populations les plus pauvres, qu'ils vont réussir à prendre en compte cette question et par exemple soutenir de manière financière ces pays-là. Et c'est ça qu'on attend en deuxième semaine. Et si on est venu là avec l'urgence climatique et qu'on ressort effectivement avec vendredi des miettes, on aura raté le coche. Ouais. Et alors, j'aimerais t'encourager à un moment à revenir justement sur l'avenue d'Emmanuel Macron et du coup quel signal fort il peut apporter ou pas. J'ai juste plusieurs internautes qui sont sceptiques quant à cette COP 23, figurez-vous, et qui aimeraient savoir qu'est-ce qui pourrait permettre de débloquer les discussions et de rendre cette COP vraiment efficace concrètement. Et on est un peu là-dedans, c'est-à-dire pendant cette première semaine, ça n'a pas énormément avancé. Est-ce que là, vous avez des propositions qui pourraient nous permettre d'avancer réellement et de faire qu'on loupe pas le coche, justement? Ah, toi là-bas? Vas-y. C'est bas. Quelque chose pour nous qui est très important, comme l'a dit Lucille, c'est que c'est la semaine où viennent tous les ministres et certains chefs d'État. La France aura son chef d'État, mais aussi ses ministres de l'agriculture, de la transition écologique et solidaire. Donc, pour nous, c'est le moment aussi de donner des indications claires à ces négociateurs, parce que les négociateurs, certes, c'est technique, mais ils ont un mandat qui leur vient aussi de leur gouvernement. Et par exemple, pour l'agriculture, pour nous, c'est aujourd'hui de lancer un grand message aussi sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Avant-hier, il y a des leaders de la zone Pacifique, un certain nombre de présidents qui se sont exprimés à la FAO à Rome, donc qui est l'organe où on traite des questions agricoles, pour lancer un cri d'alarme pour dire aujourd'hui, si on ne traite pas l'urgence climatique, on est en train de mettre en péril la vie de millions de personnes qui vont souffrir d'insécurité alimentaire, puisque vous le savez certainement, aujourd'hui les systèmes agricoles sont vraiment vulnérables face à tous ces impacts. Et pour nous, cette semaine-là, c'est vraiment l'occasion d'avoir des messages politiques forts qui ensuite viendront se répercuter dans les négociations, et ça pourra faire avancer les choses. Je voulais comment on débloque cette COP? Peut-être prendre une image par rapport aux COP et pour bien distinguer ce qu'est une COP de l'ambition et de l'action aussi des pays. Je pense que l'accord de Paris et tout ce qui est discuté dans cette COP, c'est un peu comme un bateau. Donc on se dit quel bateau? On va trouver un bateau à voile. Et donc l'idée, c'est d'avoir le bateau qui compte le maximum de pays à bord, qui laisse personne à côté. Et le fait qu'il y ait personne qui saute du bateau, comme Trump l'a fait, pour se dire on n'est pas à bord et on avance, on est tous de la même famille. Tu vois, c'est un enjeu global. Après, il y a la voile.
Et la voile, c'est qu'est-ce que l'action, le vent qu'on met dedans, la force du vent. Ça, c'est impulsé par les pays, c'est impulsé chez eux. C'est dans ces pays-là que la transition énergétique, elle se dessine. C'est l'Union européenne qui décide de ses objectifs de réduction pour 2030. C'est l'Union européenne qui va décider des énergies renouvelables qu'on veut voir, de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie, de la transformation de l'agriculture. Et donc tout ça, ça doit être aussi discuté dans cet espace de COP. Et donc c'est pourquoi les ministres et les chefs d'État qui seront là, ils sont attendus sur qu'est-ce qu'ils font à domicile, comment ils font avancer le sujet. Et cette transformation qui est en fait notre vent là, qui va permettre de faire avancer notre bateau plus ou moins vite. Je voudrais juste rajouter aussi sur la COP, il y a toujours beaucoup de scepticisme, effectivement, à quoi ça sert, ça coûte cher, mais le changement climatique, c'est un phénomène qui est mondial, il n'y a pas un seul pays qui peut régler cette question tout seul, et donc c'est important d'avoir un moment, c'est une fois dans l'année, où tous les pays se réunissent pour discuter et faire avancer les choses, donc se mettre d'accord pour essayer de régler ce problème, et comme le dit Pierre, eh bien, il faut, c'est pour ça que c'est important que les États viennent dire ici, et donc c'est le moment où il va y avoir les discours des officiels, ils viennent dire à la tribune internationale ce qu'ils font chez eux. Donc c'est ça le lien entre l'international, les COP, et le national, ce que font les ministres, et ça ils viennent le dire cette semaine. Merci. Du coup, si je comprends bien, tu me dis si j'ai mal compris, mais c'est que les États vont venir ici porter un agenda qui n'a pas été décidé une semaine avant qu'ils arrivent, mais qui vient de toute leur politique nationale, et que du coup, un des moyens de débloquer les COP, c'est de faire qu'il y ait des vraies mobilisations citoyennes en amont des COP pour que se décident les choses. Je suis submergé de questions merveilleuses. Juste deux questions très rapidement. Les engagements de la France, quel signal il a arrivé, Emmanuel Macron a envoyé juste avant d'arriver ici? J'ai entendu parler un peu. Non, on n'en parle pas. On la zappe. Il y a une vraie question des internautes, donc je la pose directement. Je pense qu'elle est pour toi. Tu parles des moyens de la transition agricole. Est-ce qu'il y a un modèle qui ressort des débats? Effectivement, la vraie question, c'est celle des modèles, et nous, c'est ça qu'on veut faire, différencier les modèles agricoles en fonction de leur impact en fait sur le climat, mais aussi leur capacité à pouvoir s'adapter au dérèglement climatique, donc à pouvoir mieux s'adapter face aux sécheresses, face aux retards de précipitation. Tout ça, pour nous, c'est la question des modèles agricoles. Et non, on ne parle pas encore du mot modèle agricole. Et c'est pour ça, quand je disais qu'on pinaillait sur des mots, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre en fait sur des questions très politiques, hein, certes, mais en fait, à travers des mots, on dit non, est-ce qu'on veut vraiment parler de ce mot-là ou de ce mot-là? Donc c'est vraiment pinailler pour ne pas parler du modèle agricole qui, là, toucherait la vraie question aujourd'hui de comment est-ce que la transition agricole peut avoir lieu. Et on attend vraiment, oui, que ce soit porté à un niveau beaucoup plus politique et que des chefs d'État s'en emparent, mais aussi des ministres. Et ça va être crucial. Sinon, franchement, la question agriculture dans les COP, elle risque clairement d'être enterrée très rapidement. Quelque chose à rajouter ou c'est bon? Une autre question de nos internautes, aussi spécifique. Quelle est la place du secteur des transports à la COP 23? On sait que c'est un grand secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le transport aérien et maritime. Quelle est sa place dans ces négociations qui sont en train d'avoir lieu ici? Parce que tout le monde est venu en avion, hein, grosso merdo. Pas nous, on est venu en train. Pas nous. Nous, on est venu en train et en bus. Donc pas tout le monde. Mais beaucoup de gens, ouais. Sur les transports, donc c'est important de regarder là encore les engagements pris par les pays. Vous avez près des 2/3 des pays qui, dans leurs engagements, ce qu'ils ont mis sur la table en termes de transformation à domicile, eh bien 2/3 qui comportent la priorité liée au transport et à la transformation des transports. Mais quand vous regardez les cibles, les objectifs qui ont été fixés, c'est seulement 1/10 des pays qui ont déterminé ce qu'ils allaient faire en matière de transition dans les transports. Donc très peu. Donc vous avez aussi l'aviation et le maritime qui ne sont pas discutés ici, donc c'est fait de façon séparée. Donc chacun a son cadre. L'aviation a défini son cadre à partir de 2020 de mettre un plafond des émissions, donc ils vont devoir compenser, réduire ces émissions, alors que c'est un secteur qui est en pleine croissance. Et le maritime, ils ont trouvé un accord en demi-teinte pour s'occuper de cette question des émissions, mais elles ne sont pas dans la COP. Ok. Juste si vous débarquez dès maintenant, on est en train de faire un live en direct de la bonne zone à la COP 23. On est avec 4 interlocuteurs qui représentent 4 ONG différentes qui sont observateurs à cette COP 23, donc qui essaient de savoir comment les négociations avancent. Et là, on est en train de faire le point sur où est-ce qu'on en est pour cette deuxième semaine des négociations. Ce live est interactif, donc n'hésitez pas à nous écrire vos questions et les choses qui sont pas claires pour vous et on va les faire remonter à nos interlocuteurs. Et aussi, mettez des pouces bleus et des cœurs et des bidules, c'est ça qui fait remonter le live. On a parlé juste un peu avant du fait qu'on avait besoin de transparence et que l'un des enjeux, c'est de faire qu'on ait enfin un accord qui soit vraiment solide. Est-ce qu'on a abandonné la possibilité d'avoir un accord sur des mécanismes internationaux contraignants sur le climat? Parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas d'engagement des États qui soit contraignant.
C'est vrai que l'accord de Paris, quand on l'a adopté à la COP 21, il n'a pas créé de gendarme mondial en fait. C'est sûr que si un pays ne tient pas ses engagements, pour l'instant, il n'y a personne qui va aller le sanctionner et le taper un petit peu pour lui dire attention, t'es pas sur la bonne voie. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on parle du manuel d'application de l'accord de Paris ici, parce qu'en fait, même s'il n'y a pas de gendarme de l'accord de Paris, on peut créer des mécanismes, par exemple, pour rendre l'accord de Paris transparent. C'est-à-dire que les engagements, les promesses qui sont faites sur le climat par les pays, ils ne doivent pas rester dans une boîte noire. Ouais. On doit pouvoir regarder ce que c'est ces engagements, vérifier qu'ils sont tenus et faire des bilans régulièrement entre tous les pays, de dire voilà où est-ce qu'on en est. Où est-ce que l'accord de Paris nous disait qu'on devait aller, donc limiter le réchauffement bien en deçà de 2 degrés et tendre même vers 1,5 degré pour éviter les plus forts impacts. Et c'est comme ça aussi qu'on peut créer à la fois de la redevabilité de la part des États, et c'est très important que ça existe, et que des gens comme la société civile et même des citoyens comme vous et moi, on puisse être au fait de ce qui se passe et qu'on puisse aussi être engagés dans les politiques, par exemple climatiques au niveau international, au niveau national. Peut-être juste prendre un exemple pour illustrer ce que dit Lucille sur la question des financements, qui a toujours été un point de tension, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, et ici pour mettre en œuvre la transition énergétique et aider les États les plus pauvres à faire face au changement climatique, il y a des promesses qui ont été faites de mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2020, 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Et ça, c'est un peu une question qui revient à chaque COP, où on en est de ces 100 milliards. Et aujourd'hui, c'est pas très transparent tout ça, parce que chaque État, en fait, fait sa petite cuisine interne de décider, moi, je donne tant. Mais en ayant des modèles de calcul très différents pour un peu gonfler leurs chiffres. Et donc ça fait que chaque État, comme ils font sa propre petite cuisine, on peut pas comparer ce qu'il fait. Et donc aujourd'hui, en se mettant d'accord sur des règles pour dire c'est quoi un financement pour le climat, est-ce que c'est de développer plus précisément ce que c'est, ça permet entre États et de dire par exemple le Japon franchement il donne vraiment pas beaucoup par rapport à la Suède ou à l'Allemagne, et aujourd'hui on peut pas faire vraiment cet exercice de manière très concrète parce que chaque État a des règles différentes. Je voulais revenir sur la contrainte parce que quand même en fait la plus grosse des contraintes qu'on voit dès maintenant, c'est qu'il y a plein de pays qui sont en train de se prendre en pleine face le dérèglement climatique. Et donc quand vous voyez par exemple les États-Unis qui effectivement le président a décidé de vouloir sortir de l'accord de Paris. Les tempêtes qui ont traversé les ouragans, c'est des centaines de milliards de dollars pour l'économie américaine. Et c'est les citoyens qui sont aussi directement touchés par ces problèmes-là. Et il y a aussi une contrainte donc, du coup économique, c'est de se dire que les pays qui jouent pas le jeu, ils vont devoir de fur et à mesure imposer cette contrainte climatique et de se dire face aux inondations, face aux sécheresses. Quand on parle par exemple de l'agriculture, vous êtes face à des pays qui vont devoir malheureusement faire face à ces sécheresses et aux ressources en eau qui vont être réduites. Et donc face à ça, c'est comment je fais plus, que ce soit du côté des pays développés et des pays en développement qui soient soutenus pour changer de modèle, parce que on va dans le mur, sinon les 3 degrés c'est pas bon quoi. Donc si l'eau va monter d'elle-même et les sécheresses se déclencher d'un côté naturel, il y a une autre vague qui peut s'élever, c'est celle citoyenne. Et là, je mets ma casquette d'activiste et de participant à ces mobilisations-là. On l'a dit, on a peut-être potentiellement un manuel d'application qui va sortir de cette COP 23. Reste à nous, les citoyens, de s'appuyer là-dessus pour faire pression pour que notre gouvernement, à la COP 24 qui aura lieu en Pologne et qui n'est pas encore gagné du tout, on soit mieux avancé qu'on l'est maintenant. Très rapidement justement, on a noté 2 choses importantes. 100 milliards par an pour l'adaptation et la réduction des émissions. Le manuel d'application transparent, est-ce qu'on va les obtenir à cette COP23 pour vous, oui ou non? C'est la question de conclusion. Bon, il faut que je conclue bien alors. Oui. Je sais pas si on peut, par exemple, l'objectif des 100 milliards, c'est à 2020, donc on l'aura pas forcément à cette COP-là. Par contre, ce qu'on doit avoir d'ici la fin de la COP, c'est effectivement être plus certain
du fait que oui, on va avancer, que oui, il nous reste 2-3 ans si on veut rectifier le tir et que les pays se remettent sur une trajectoire qui soit compatible avec un réchauffement global à 1,5 degré. Et donc c'est ce genre de signaux-là qu'on attend à la COP23. Ensuite, effectivement, ça va être il faut lancer une dynamique en fait qui va permettre d'amplifier les engagements et les actions des pays dans les années à venir. Et c'est ça en fait qu'on attend d'ici la fin de la COP, en plus d'une accélération au niveau domestique qui devra être envoyée par les pays qui sont là cette semaine. Et sur le fonds de 100 milliards, en fait, c'est pas le fonds de 100 milliards, donc il y a les 100 milliards de dollars, c'est ce qu'ont promis les États développés à la COP de 21 à Paris. Et le fonds vert, il a été créé pour héberger certains de ces financements. Et donc aujourd'hui, le fonds vert, il a 10 milliards qui commence à dépenser dans des projets dans les pays du Sud. Mais aujourd'hui, on est encore très loin d'atteindre les 100 milliards parce que les États ont tendance un peu à gonfler leurs chiffres, on met dedans aussi un peu le financement privé, et donc tout ça est assez peu clair. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour l'instant les États développés sont loin d'avoir tenu leurs promesses. Et ce qui est important cette semaine, c'est effectivement que les ministres, les chefs d'État qui vont parler, notamment des pays développés, notamment Emmanuel Macron, ils envoient un signal aux pays les plus pauvres pour leur dire qu'on ne les oublie pas et qu'il y a des promesses qui ont été faites et qui sont loin d'être suffisantes et qu'il va falloir rectifier le tir très rapidement. Ouais, en plus des 100 milliards et de ces questions-là, il y a aussi 2018. C'est comment, à la sortie de cette COP, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait en 2018. Et c'est pas seulement la COP 24. En fait, il faut se dire que toute l'année, le climat, il sera à l'agenda de l'ensemble des pays. Et ce que Emmanuel Macron, mais la société civile aussi, les ONG qui sont là, les citoyens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire en 2018 à tous les niveaux pour justement accélérer la mise en œuvre. Et donc ce qui sort de cette COP, si on a un focus sur 2018, et c'est pas seulement la COP 24, c'est comment toute l'année on se mobilise à tous les niveaux pour faire en sorte qu'on accélère cette action climatique. Là, on pourra être effectivement satisfait des discussions des 2 semaines. Eh bien, ce sera tout pour ce live. Merde, pardon. Désolé. Ce sera tout pour ce live. On vous retrouve toute cette semaine. À partir de demain, on va faire une vidéo par jour qui va sortir à 18h si on y arrive, sinon un petit peu plus tard dans la soirée. Notre focus, ça va être encore de suivre l'avancée de ces négociations. Cette deuxième semaine, tout va s'accélérer. Elle va être beaucoup plus politique et on va essayer de faire des vidéos qui vous permettre de ressentir ça, suivre les enjeux de près, suivre aussi toute la mobilisation citoyenne qui est autour de ces négociations et qui essaye justement de mettre la pression à nos États pour que ça avance plus vite. Je vous propose de vous abonner à notre page Partager c'est sympa pour ne rien louper. Il y a aussi un petit onglet qui vous permet d'activer les notifications parce que sinon c'est perdu dans le flux Facebook. Et on rend l'antenne là-dessus. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Oui, juste, si vous revoyez ce live après coup, on va encore pouvoir répondre à vos questions. Par la suite, la vidéo va être mise en ligne. Donc n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. On va être là pour y répondre. Potentiellement aussi, les ONG qui seront ici vont aussi relayer ce live et pourront aussi y répondre directement. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain. Salut. On rend l'antenne.